Bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Nabiso Auto Sola ensemble, Bandeko, la République démocratique du Congo, ils ont toujours yako yingana après bakoro adoua, ba groupe rebelle bazo sala oyo kaka 2 poids 2 mesures, côté au basalibwe, côté au basalibwe. Alors, sur ce, une déclaration de principe visant à mettre fin au combat dans l'Est, mais combat Zaraka. C'est sur la médiation du Qatar à travers le ministre des Affaires étrangères, mais il y a toujours alors que c'est le fait, le bien est immédiat. Et puis, accord, il faut signer le 17 août. Les Américains vont causer les athées. Tu as les causes profondes, il y a problème. Tu as les sous-tozélati. Et puis, ça le fait des routes. Est également prévu pour le rétablissement progressif de l'autorité de l'État dans les zones actuellement contrôlées par la rébellion une fois l'accord de paix final conclu. Sikoyo fait de route yango na pays ebimi problème awa boko yoka bandiko ebele bakoluba eza sur quoi quelle heure tu effectues les déclarations de principe est-ce que 1-23 oyo après le 18 août bako quitter vraiment Goma na Bukavu? C'est ça le problème. Alors batu baza kometuna les deux parties réaffirment leur attachement au respect de la Constitution. Constitution lobby, bango, bakoki jamais cause à la place au bazali. Bazo violer Constitution et ici. Alors, est-ce que bakoto sa Constitution, bapanta Kagame, parce qu'il parle au nom de Kagame. Tola na bandi konde bazoloba, tola na Juvenal, oaza avocat, union sacrée, toyokai, puis toyoka Jean-Baptiste Mouindo, oyaza ya Martin Fayulu, et puis toyoka Parti Mayala, oya Sud Kivu. Tola na bango, bon après, tu continues l'émission. Nous avons dit samedi 19 juillet à Doha, un accord de principe a été signé entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo M23. Ces documents marquent une avancée significative dans les efforts de paix pour l'Est du pays, en particulier dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ces documents ne constituent pas un accord final, mais une base solide pour un processus de paix inclusif qui devra intégrer les communautés locales, les acteurs politiques et la société civile. Jean Gandou, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette déclaration de principe? Il faut dire que c'est un engagement fort en faveur d'un règlement pacifique du conflit dans l'Est de la RDC. Dans les préambules de cette déclaration des principes, les deux parties, à savoir le gouvernement congolais et le M23 AFC, réaffirment leur attachement à la paix, à la constitution de la RDC et aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Parmi les engagements majeurs figure l'instauration d'un cessez-le-feu permanent. Ce cessez-le-feu interdit toute attaque armée, toute propagande haineuse et toute tentative de modification des lignes de front. Un mécanisme conjoint de vérification sera mis en place pour en assurer le respect. Et sur le plan humanitaire, la déclaration prévoit notamment la libération encadrée des prisonniers d'intérêt en collaboration avec le CICR, le retour volontaire et sécurisé des déplacés et réfugiés avec l'appui du HCR et des pays d'accueil. Autre pilier fondamental, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Un processus qui fera l'objet d'un accord de paix global actuellement en préparation avec un calendrier de mise en œuvre en cours de finalisation. Les deux parties s'engagent également à protéger les civils, à faciliter l'application du cessez-le-feu et à rejeter tout discours de haine, xénophobe ou stigmatisant. La MONUSCO et d'autres mécanismes régionaux pourraient appuyer ce processus si besoin. Et le calendrier est serré. D'ici le 29 juillet, le début de la mise en œuvre des engagements, le 8 août, l'ouverture officielle des négociations entre les deux camps et le 17 août, la signature attendue d'un accord de paix. Merci à vous, Jean Gandou. Jean-Baptiste Bruno Kassekwa, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement et SIDE en sigle, les partis membres de la coalition Lamuka. Vous êtes également notable du Nord Kivu. Nous l'avons dit, la déclaration des principes vient d'être signée par le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23. Quelle lecture vous en faites, honorable Moïno Kassekwa? Merci de la question. Je me mets dans la peau de l'habitat de Sake, de l'habitat de Mwenga Centre,
de l'habitat de Kamanyola, Katogota ou de Masisi, de Rutshuru. La question que cet habitat se pose, c'est celle de savoir est-ce que la déclaration de Doha annonce le retrait du M23? Et en réponse à cette question, il faut d'abord reconnaître que les États-Unis et l'État du Qatar ont fourni suffisamment d'efforts pour que, au bout de 3 mois, l'on arrive à cette déclaration de principe. Ce n'est pas encore un accord. Déclaration de principe, ça signifie une déclaration d'intention. C'est-à-dire les deux parties, le gouvernement et l'AFC M23 disent, en principe, par idéal, nous allons respecter les cessez-le-feu. Par idéal, nous allons libérer le prisonnier. Par idéal, nous allons restaurer l'autorité gouvernementale. Ce sont des intentions. Mais pour en arriver là, disais-je, et que cela ait pris 3 mois, eh bien, il faut reconnaître que c'est grâce au poids politique des États-Unis et du Qatar, et ces contributions sont à saluer, tel que la Mouka l'a dit. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce que le M23 se retire? D'abord, il faut reconnaître que par rapport à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 février 2025, eh bien la déclaration de Doha du 19 juillet marque un très grand pas en arrière, c'est un recul. Pourquoi? Pourquoi un recul? La résolution 2773, pour l'application de laquelle la Mouka plaide sans tergiverser, stipule ce qui suit. D'abord, au point 2 de la résolution, le Conseil de sécurité décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, y compris les routes terrestres et lacustres, et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC, et que ce retrait ne doit pas être réentravé. Ça, c'est le contenu, le point 2 de la résolution 2773. Et le point 4 dit, le Conseil demande à la force de défense rwandaise de se retirer immédiatement du territoire de la RDC sans condition préalable. Mais la déclaration de Doha, déjà comme l'accord de Washington du 27 juin 2025, marque un très grand recul. En 3 points. Premier point, au sujet du cessez-le-feu, la déclaration de Doha dit que les parties réaffirment leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent qui inclut l'interdiction des actes suivants. Premier acte, les attaques de toute nature aérienne, terrestre, maritime ou lacustre, ainsi que tout acte de sabotage. Le gouvernement signe sans cage à ne plus lasser des attaques, que ce soit maritime, que ce soit terrestre. De même, le M23 s'engage parallèlement. Mais deuxième acte, signification de cessez-le-feu, ce cessez-le-feu interdit toute tentative, que ce soit par le gouvernement ou par le M23, toute tentative de conquête ou de modification des positions par la force sur le terrain. Autrement dit, le gouvernement ne peut plus lancer une attaque pour tenter de récupérer Kamanyola, de récupérer Walikale, de récupérer Masisi, de récupérer toutes ces entités. La conséquence, comme l'a dit Mouyaya, moto na moto atikala na position naye. C'est un recul par rapport à la résolution 2773. En fait, ça consacre les statu quo. Ça consacre le statu quo. Ça légitime l'occupation. Alors que le Conseil de sécurité a déclaré que cette occupation du Nord Kivu et du Sud Kivu par le M23 est une occupation illégitime et que ces administrations parallèles doivent être démantelées sans délai.
Deuxième élément. Vous avez dit que c'est encore une déclaration, n'est-ce pas, d'intention. Ce n'est pas encore un accord. Et donc, cela veut dire que, parce qu'on sait qu'il y a des étapes qui sont prévues, notamment les dialogues qui est prévu au mois d'août, et il se pourrait que, n'est-ce pas, cette question soit clarifiée à l'issue de ces dialogues. Raison pour laquelle, dans ce communiqué de presse d'hier, la MOUCA a demandé que dans l'accord final à intervenir le 17 août, tel que la déclaration l'annonce, eh bien, la MOUCA exige que 2 éléments soient intégrés à cet accord final à venir. D'abord, c'est la reconnaissance de la primauté de la résolution 2773 sur tout autre accord, et sur l'accord de Washington et sur l'accord de Doha à venir. Deuxième élément dans l'intégration que la MOUCA exige, c'est l'exigence de justice pour tous les crimes commis à l'Est. Guy Maté, vous pouvez vous souvenir que c'est touché par les images et les nouvelles du carnage de Goma et de Bukavu que la résolution 2773 a été adoptée à l'unanimité par tous les membres du Conseil en exigeant les dispositions que je viens de lire. C'est parce qu'ils étaient touchés, ils avaient compris que cette population de Goma, de Bukavu, de toutes ces zones avait droit à la justice. Et donc aujourd'hui, revenir en arrière, c'est cracher sur ces victimes-là. Et puis comme pour les victimes de massacre de Kisangani au mois de mai 2000, le Conseil de sécurité, lorsqu'il a été touché, il a voté la résolution 1304 en date du 16 juin 2000. Malheureusement, pour cracher sur ces victimes de Kisangani, le 30 juillet 2002, c'est-à-dire 2 ans après, le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda ont signé ce qu'ils ont appelé les protocoles d'accord de Pretoria. Et dans ce protocole, le gouvernement du Rwanda dit qu'il se déclare disposé à retirer ses troupes dès que les mesures effectives de neutralisation des Interahamwe et des ex-FAR auront été mises en œuvre. Et 25 ans après, ces mesures continuent à être réclamées et c'est la même conditionnalité qui malheureusement a été adoptée à Washington et qui, disais-je, lorsque vous lisez la section 4 de la déclaration de Doha, il est dit ceci, que les partis reconnaissent la restauration de l'autorité de l'État, que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique du règlement efficace des causes du conflit à travers un accord de paix durable. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils jouent sur les mots en fait. D'abord, le terme retrait du M23 est remplacé par restauration de l'autorité gouvernementale. Ensuite, on nous dit que ce retrait-là, il est la conséquence logique au règlement efficace des causes du conflit. Autrement dit, ils veulent nous prendre en otage et dire tant qu'il n'y a pas règlement efficace des causes du conflit, à travers un dialogue, il n'y a pas restauration de l'autorité de l'État. Justement, honorable Jean-Baptiste Kassekwa, le fait que, par rapport à cette question épineuse de restauration de l'autorité de l'État, le fait que les deux parties puissent avoir des perceptions opposées, différentes, est-ce que ça ne va pas poser un problème dans la restauration de l'autorité de l'État, justement parce que pour le gouvernement congolais, lorsque vous entendez le gouvernement congolais réagir par rapport à cette déclaration de principe, pour le gouvernement congolais, par rapport à cette question précise, la rébellion doit se retirer pour permettre, n'est-ce pas, au gouvernement de déployer la police, l'armée et l'administration afin de lui permettre, n'est-ce pas, d'assumer ses responsabilités. Pourtant, quand vous entendez la réaction de la rébellion, pour elle, il n'est nullement question du retrait des troupes de la rébellion. Alors, est-ce que dans ces conditions, on peut espérer relever ces défis de restauration de l'autorité de l'État? 2 choses à dire. D'abord, la position du gouvernement est conforme à la résolution 2773. C'est le vœu de tous les Congolais. C'est une position logique d'ailleurs. C'est une position logique. Néanmoins,
la déclaration de Doha démontre que le gouvernement n'a pas été capable de défendre cette position logique. Deuxième chose, l'interprétation faite par l'AFC M23 à travers Bondimpa, et à travers tous les cadres. J'attendais un habitant de Bunagana qui me disait que un officiel du M23 à Bunagana lui disait Biakurudia Hakuna. Et quelqu'un d'autre disait quelque chose que nous avons gagné au prix du sang. C'est un militaire du M23 qui disait ça, que ce que nous avons gagné au prix du sang, nous n'accepterons jamais de le perdre sur la table des négociations. Entre-temps, il conditionne le tout par, n'est-ce pas, la réussite de ces dialogues. C'est là donc, que nous devons nous mobiliser. Ils sont en train de se contredire. D'un côté, ils disent on n'accepte pas, mais de l'autre, ils disent si on arrive à régler les problèmes fondamentaux, eh bien, on va régler cette question du retrait des troupes de la rébellion. Alors, vous avez évoqué un terme important, les causes profondes du conflit. C'est ici où je m'adresse aux Congolais, présents à l'AFC M23. Lorsque vous lisez le compte Twitter du ministre Olivier Ndouiré du 16 décembre 2024, c'est là que vous retrouvez pour la première fois le terme « cause profonde du conflit ». Et Olivier, ministre rwandais des Affaires étrangères, le dit clairement que c'est dans la note verbale que le Rwanda a envoyée à Lorenzo, facilitateur à Luanda, que le Rwanda a formulé une proposition de texte qui devait être insérée dans le projet d'accord, devait être signé le 15 décembre 2024. Et dans ce texte-là, le gouvernement rwandais a formulé le paragraphe ci-après. Il dit qu'ils ont exigé, le paragraphe est venu du Rwanda, le Rwanda demande que le gouvernement de la RDC s'engage à un dialogue politique direct avec les M23 dans le but de trouver une solution définitive au conflit en s'attaquant à ses causes profondes. Ça, c'est le Rwanda. Autrement dit, c'est le Rwanda qui connaît le contenu des causes profondes. Et ça, et on vient lier le retrait du M23 et donc le rétablissement de l'autorité de l'État, la libération du Nord et Sud Kivu, au règlement efficace des causes profondes définies dans un paragraphe formulé par le Rwanda. Donc le contenu est connu par le seul Rwanda. Par le seul Rwanda, poser la question aux Congolais qui sont à Goma, qui sont à Kinshasa, pour leur demander... Mais depuis un certain moment, l'opposition aussi exige un dialogue à travers lequel on va s'attaquer aux causes profondes, n'est-ce pas, des conflits. Mais des causes profondes... On n'a pas la même perception que Kigali. Mais ce n'est pas à Kigali de nous dire quelles sont les causes profondes. Pas à Kigali, c'est aux Congolais. Et donc ici, en fait, j'invite les compatriotes présents à l'AFC à se démarquer de la cause rwandaise. Certains ont à tête de nous entraîner, selon ce paragraphe-là, dans un schéma identique à la logique du Soudan du Sud. Vous savez que pour le processus de paix du Soudan, on a défini les modalités des négociations au bout de 6 ans. Au bout de ces 6 ans-là, un référendum a été organisé pour déterminer l'indépendance du Soudan du Sud. Eh bien, cette logique, d'abord, le Soudan du Sud lui-même a démontré que cette logique est un échec. Merci. La crise au Soudan est profonde. Cette logique ne peut pas marcher en RDC. Aucun Congolais n'acceptera que, eh bien, au tir à longueur, le rétablissement de l'intégrité territoriale. Merci. Et les compatriotes qui sont dans les M23 AFC doivent se raviser, revenir au beau sentiment. Merci Juvenal Mounoubo Moubi, avocat cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. C'est quoi votre lecture par rapport à la signature de cette déclaration de principe de Doha? Merci beaucoup, M. Guy. Je salue les autres intervenants, Honorable Kaseko et M. Mayala, qui interviennent avec moi dans cette émission. Alors, la déclaration des principes de Doha du 19 juillet, en fait, c'est une déclaration des principes. Parce que tout d'abord, il faut dégager la différence qui existe entre un accord de paix et une déclaration des principes.
Une déclaration de principe, c'est en fait un document préliminaire et non contraignant qui énonce les valeurs, les objectifs, les intentions qui doivent guider un processus qui conduit vers un accord de paix. Et l'accord de paix, nous l'attendons vers fin août. C'est la date du 17 qui est contenue dans la déclaration. Tandis qu'un accord de paix, c'est un document formel et juridique contraignant. Vous voyez, donc les parties sont liées, beaucoup plus liées par l'accord qu'elles ne le sont par une déclaration de principe. Justement, honorable Juvenal Mounoubo Moubi, ce n'est pas cette déclaration des principes qui pourrait, n'est-ce pas, conditionner cet accord qui pourrait être signé au mois d'août prochain? Alors, l'accord des principes, c'est d'abord pour savoir si les partis sont prêts à instaurer la confiance, parce qu'il y a les termes, d'abord le terme cessez-le-feu permanent. En principe, depuis la signature de la déclaration de principe, on ne devrait plus assister ou écouter des affrontements, en réalité, s'il y a suffisamment de bonne foi. Parce que le tout premier point, c'est ça. On a énoncé le principe, et puis dans le corps, on a dit un cessez-le-feu permanent. Et puis, mesure de confiance, c'est très important. En principe, que ce soit à Kigali ou à Kinshasa ou à Goma, on ne devrait plus écouter des rhétoriques de guerre. Vous voyez, donc il devait y avoir la tempérance maintenant dans les rhétoriques. Alors, l'avantage d'une déclaration de principe, c'est d'instaurer les conditions pour aller vers les fonds, vers les négociations. C'est créer les climats de confiance. Alors, il y a des questions qui ont été soulevées par mon prédécesseur, honorable Kassekwa. La question du retrait des troupes rwandaises, c'est que l'accord de Washington qualifie de lever des mesures de défense, des engagements barres lever des mesures de défense, c'est à travers le processus de Washington, qui est différent du processus de Doha, même s'il y a des liens entre les deux. Il a essayé de comparer avec la résolution 2773, qui parle du retrait immédiat. La résolution, c'est une autre chose. Il y a trois choses. D'abord, il y a la résolution du Conseil de sécurité, la 2773, du 21 février 2025. Oui, ça demande le retrait immédiat de l'armée rwandaise, mais ça demande aussi de relancer les dialogues. C'est le point 5, je crois, honorable Kassekwa, s'il a la résolution sous ses yeux, il peut lire. Et puis cette résolution du Conseil de sécurité n'a pas décidé de l'envoi d'une force spéciale ou de confier une mission spéciale à la MONUSCO de désarmer les LAM-23 ou les éléments de l'armée rwandaise qui se trouvent ici. C'est ça la faiblesse aussi de cette déclaration, de cette résolution, je veux dire. C'est une résolution, c'est vrai, du Conseil de sécurité qui demande le retrait immédiat du M23, mais qui n'accompagne pas cette exigence par quelque chose d'opérationnel. On n'a pas décidé, par exemple, d'une brigade d'intervention spéciale. Il n'y a pas de pays qui se sont portés garants, qui ont proposé au Conseil de sécurité d'intervenir. Alors, tout est retombé sur les processus maintenant de dialogue. C'est-à-dire, à Washington pour apaiser les tensions entre Kinshasa et Kigali, et puis à Doha pour trouver une solution à la question M23, parce qu'il faut qu'on y trouve une solution définitive. Il faut qu'on vide la raison pourquoi ils se battent. Mais avant d'arriver au 8, date prévue, le 8 août, date prévue pour entrer dans le détail, on a besoin de mesures de confiance. On ne doit plus en principe écouter les crépitements des balles et à la bonne foi. Et on a besoin de mesures de confiance. Alors, ces mesures de confiance, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être d'abord tempérer les discours, comme je l'ai dit. Éviter tous les discours qui peuvent mettre de l'huile au feu. De part et d'autre, hein. Je parle de Kinshasa, je parle de Kigali aussi. Je parle de ceux qui sont à Goma aussi. On devrait assister à des gestes forts. Il pourrait y avoir, par exemple, au niveau de Goma, du M23, qui est plus une administration parallèle, qu'on suspende un peu l'administration parallèle, par exemple. Il pourrait y avoir, pour le cas de Kinshasa, de libérer le prisonnier politique, par exemple.
Voilà, ça serait des gestes forts pour donner des chances au dialogue qui est annoncé le 8 août. Oui, honorable Juvenal Mounoubo Moubi, le fait que la déclaration des principes n'évoque pas formellement les termes retrait, mais plutôt les termes restauration de l'autorité de l'État, ça peut signifier quoi? À votre avis, ça peut être quoi? Quelle pourrait être la raison qui pourrait, n'est-ce pas, expliquer le fait qu'on ait évité les concepts retrait et qu'on ait préféré plutôt les concepts restauration de l'autorité de l'État? Oui, mais à Doha, qu'on ait parlé des retraits de l'armée rwandaise, qui est prouvé par les Nations Unies ici. Mais quels seraient les moyens à partir de Doha? L'État du Qatar n'a pas un moyen direct pour faire en sorte que l'armée rwandaise rentre. C'est le problème. Ce n'est pas le Qatar, ce n'est pas le Qatar qui fait appliquer qui fait respecter la déclaration des principes ou qui fait appliquer l'accord. C'est les deux parties, n'est-ce pas, qui s'engagent à respecter, n'est-ce pas, les engagements qu'ils ont pris. Hein. Les deux parties qui étaient en face en instance à Doha, c'est le gouvernement de la RDC et la M23. Ce n'était pas le gouvernement de la RDC et le Rwanda. C'est une nuance importante. Parce que le retrait des troupes rwandaises, il faut l'attendre dans la suite de Washington, dans la suite de l'accord du 27 juin de Washington. Non, ici on ne parle pas seulement, du retrait des troupes rwandaises, mais aussi du retrait des troupes de la rébellion, parce que l'État congolais doit restaurer son autorité sur les territoires qui sont sous occupation de la rébellion. À partir du 8, on va entrer dans le détail. On suppose que d'ici jusqu'au 8, les affrontements peut-être ne vont pas continuer, parce que si ça continue, le rendez-vous du 8 ne sera pas respecté. Oui, honorable Mounoubo. Alors, on garde espoir, je continue à m'exprimer, on garde espoir que le 8, on va entrer dans le détail, et c'est en entrant dans le détail qu'on va décider du désarmement du M23. Pour la M23, il faut parler du désarmement, parce qu'il y a un programme national qui s'appelle le DDR, désarmement, démobilisation et insertion. On parle des retraits ou des levées des mesures de défense s'agissant des Rwandais. Mais par rapport au M23, il faut parler du DDR. Et puis, il est dit dans l'accord de Washington que si c'est question d'intégration, ça se fera au cas par cas. Et lors d'une émission précédente, j'ai conseillé de ne pas intégrer globalement comme on l'a fait dans le passé avec des mixages et des brassages. Vous voyez, donc il y a Washington, le processus de Washington qui doit évoluer, mais qui ne semble pas évoluer vraiment. Pourquoi? Parce que les mécanismes de coordination de sécurité, le mécanisme là n'est pas encore mis sur pied, qui est annoncé dans l'accord de Washington. Et puis, la déclaration de Doha, même si elle est toute récente, les déclarations qu'on entend de part et d'autre ne rassurent pas assez. On s'est dit, est-ce que d'ici jusqu'au 8, est-ce que la situation ne va pas s'embraser sur le terrain? Justement. Raison pour laquelle les responsables politiques des deux côtés ont tout intérêt à agir avec de la transparence pour donner des chances au démarrage des négociations proprement dites prévues les 8. Justement, honorable Mounoubo, on va se donner la parole à Henri Pacifique Mayala, mais honorable Mounoubo, justement, c'est là qui fait que certaines personnes se demandent, même si le processus de Washington, celui de Doha, pourrait nous aider à certains points de vue à retrouver la paix. Alors la question que les gens se posent, est-ce que ça sera une paix négociée ou une paix imposée? On est en pré-négociation. Vous voyez, donc on suppose que le reste, ça sera fruit de la négociation. Et l'autorité de l'État que nous souhaitons, que nous appelons de tous nos vœux, ça sera en tout cas la conclusion de Doha. Merci. Que l'autorité de l'État soit rétablie. Merci. Mais il y a un terme quand même qui est dit dans la déclaration, qui est écrit dans la déclaration. On parle de l'accord global. Là, je suis pas très d'accord parce qu'un accord global et inclusif, ça suppose qu'on a pris en compte tous les problèmes et on a fait participer toutes les parties prenantes possibles. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'on a, il n'y a pas que celui du M23 et du Rwanda.
Il y a aussi des malaises, il y a aussi des soucis et tout. Et puis, on est dans une démocratie qui est basée sur les dialogues. Ça ne serait pas du tout une mauvaise chose, quoi. Et le chef de l'État avait reçu les évêques catholiques, essaient de les cesser. On essaie d'élargir les cadres avec d'autres confessions religieuses. Merci. C'est pas une mauvaise chose de se parler. Merci, on a Pas compris. essentiellement pour se partager les pouvoirs, mais pour recréer la cohésion nationale. Merci, C'est honorable. à ce moment-là qu'on pourrait parler finalement d'un accord global et inclusif. Mais Merci. nous n'y sommes pas encore. Il y aura sans doute un accord, on l'espère. On l'espère vers la fin du mois d'août. Mais un accord global et inclusif ne pourrait venir, en tout cas, que si toutes les forces vives sont réunies pour recréer la cohésion interne. Merci, on a compris. Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire d'Ikivu. Comment vous analysez la signature de cette déclaration des principes de Doha? Oui, merci Monsieur Guy. Bonsoir au co-débatteur honorable. Pour moi, je considère que la déclaration de principe à Doha, comme l'a plus ou moins été mentionné par l'honorable Gattegua, d'une certaine façon, ça représente un certain statu quo et je me demande où est la place du Congolais qui a fui Goma, du Congolais qui a fui Calais. Et tout cela, quand on essaie de voir la façon dont ça a été fait à Washington, la façon que Doha vient de nous tomber dessus, on se pose la question si les confusions sont maintenues à dessein ou on devrait accepter notre tort et s'en résigner. Le premier point que je soulève, c'est ce manque d'un agenda clair et réaliste. De la même façon que à Washington, il a été adopté un accord qui, pour, si j'ai bonne mémoire, à ce stade, la première phase est supposée avoir été terminée, c'est-à-dire la sensibilisation et les débuts des opérations contre la traque des FDLR. Ce point sur la neutralisation des FDLR, qu'est-ce que ça signifie exactement? Pourquoi le Congo a signé ou pourquoi est-ce que le Congo a porté cette responsabilité, tout en sachant que le problème des FDLR, qui reste un problème, et pas le moindre de la région, n'est pas qu'un problème exclusivement congolais. Et d'ailleurs, s'il faut que je puisse le hiérarchiser, c'est tout d'abord un problème de la communauté internationale, un problème rwandais avant d'être un problème congolais. À cela s'ajoute le point sur la levée des mesures de défense. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous y avez déjà fait allusion. Qu'au lendemain de cette signature, que ce soit avec la déclaration de principe ou que ce soit avec l'accord à Washington, on a vu de part et d'autre les protagonistes à ce conflit se prononcer avec une interprétation qui, de façon manifeste, ne présente pas les problèmes de la même façon ou la compréhension de la même façon pour des personnes qui ont été sur une même table et qui ont signé un même document. Vous vous souviendrez, Guy, parmi les causes qui ont ramené Nairobi et Luanda à échec, c'est ces interprétations différentes. Le fait que chaque partie venait avec sa propre compréhension et sa propre interprétation du problème. Et là, on a comme l'impression de n'avoir vraiment pas avancé. À cela, j'ajoute le document de base, le fameux CONOPS. Le CONOPS, si j'ai bonne mémoire, c'est un document qui est concocté au mois d'août et ratifié à Luanda, je pense, au mois d'octobre 2024. Quel était le contexte de cette époque-là? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Comment concilier les deux réalités pour dire que, sur base de ce document établi à ce moment-là, nous pouvons régler le problème avec sa considération évolutive depuis la chute de Goma et Bukavu, ce qui nous ramène au premier point que j'ai soulevé. Que signifie exactement la neutralisation des FDLR? Parce qu'aujourd'hui,
je pense, et certaines déclarations, le M23 a rapatrié certains des FDLR. Et de ce qu'il en reste, il s'avère qu'il se trouve dans une zone que ne contrôle pas les FARDC ou le gouvernement congolais. Comment ces derniers vont-ils les neutraliser? Cela ne devrait-il pas être une responsabilité partagée? Pourquoi avons-nous porté cette... Je vais nous épargner à ce stade le problème structurel qui gangrène les FARDC, mais dans les faits, comment s'organise la logistique du côté congolais à pouvoir neutraliser le problème des FDLR, qui n'est pas un problème qui a commencé avec la restauration du M23. Cela nous ramène à ce problème sur la levée des mesures de défense. Du moment que le Rwanda n'a jamais admis publiquement qu'il avait une présence justifiée ou non sur le sol congolais, par quel mécanisme, même si aujourd'hui encore on a accepté qu'il y aura un mécanisme de vérification conjointe, on n'en sera pas à la première. Souvenez-vous qu'au moment où nous avons eu un premier, ou parmi en tout cas les premiers cessez-le-feu, qui avait aussi des faits été instaurés par les États-Unis pour des raisons humanitaires, c'est au lendemain de ce cessez-le-feu que nous avons retrouvé un missile sol-air qui a même touché un appareil des Nations Unies dans la zone que contrôlait le M23. La nature de ce mécanisme de vérification conjoint, comment sera-t-il présenté? En quoi sera-t-il différent de ce que nous avons déjà connu? Et c'est là que ça m'amène sur le fait que, oui, ça pourrait représenter un espoir. Mais dans les faits, est-ce que ça ne risque pas de demeurer que des cérémonies où, de part et d'autre, on continue de multiplier les mécanismes de médiation afin de pouvoir gagner le temps et envisager, conserver ou inverser le rapport de force sur le terrain? Et pendant ce temps-là, encore une fois, le Congolais, où est-ce qu'il est dans tout ceci? Henri La Pacifique Mayala. responsabilité des uns et des autres, en commençant par la communauté internationale, si elle existe, le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais et les acteurs au sein du M23. Comment convaincre nos populations locales que, effectivement, nous sommes, ou les acteurs directement impliqués dans le conflit actuel sont vraiment en train d'agir à pouvoir ramener une paix durable dans cette région du pays et du continent. Henri Voilà Pacifique. un peu la façon que je vois tout ceci. Je reste très pessimiste et je me dis qu'on aurait pu faire mieux de part et d'autre si on avait déjà en main une résolution. Et c'est là que aussi j'allais dire, une des grandes leçons qu'on pourra peut-être tirer de toute cette situation, c'est l'échec du multilatéralisme. Parce qu'on ne peut pas concevoir avoir une résolution des Nations Unies, mais qu'une des parties, et qui à l'époque était en position vraiment avantageuse de disposer de cette résolution, se retrouve en train de multiplier encore des dialogues et des conversations avec des acteurs qui l'amènent jusqu'à pouvoir céder une de ces attributions régaliennes. Le moment qu'un pays signe à céder son privilège d'usage de la force, c'est très grave, Guy. Oui. Et c'est tout cela que moi j'ai dit, à un certain moment, il faudrait qu'on réfléchisse encore à une approche qui, au-delà de cérémonies pimpant, à pouvoir traiter superficiellement les plaies, on pose le problème sur la table, on prend les responsabilités en main et on évite de concéder sur des questions qui, malheureusement, je comprends que la réalité est autre, mais telles que les choses sont en train d'évoluer,
ça n'inspire pas du tout confiance. Voilà, vous dites que ça n'inspire pas du tout confiance, l'évolution, n'est-ce pas, de la situation. Henri Pacifique Mayala, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kinshasa. Il vous pose, n'est-ce pas, une série de questions. Il s'appelle Junior Bompongo. Junior Bompongo depuis la ville-province de Kinshasa. La déclaration de principe signée le 19 juillet à Doha entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle AFC M23 constitue en apparence une avancée diplomatique majeure dans la quête d'une paix durable dans l'est de notre pays. En concentrant à cesser les faits immédiats et l'engagement à des négociations formelles en vue d'un accord global, ce texte ouvre une brèche dans le cycle infernal des violences qui ensanglantent les Kivu depuis plusieurs décennies. Toutefois, cette percée demeure fragile. Les caractères déclaratifs du document, sans mécanisme contraignant des vérifications, ni calendrier rigoureux des retraits des troupes rebelles, interrogent sur la sincérité des parties prenantes de cette déclaration. De plus, il faut le dire, l'ambiguïté autour de la feuille de route pour le rétablissement de l'autorité de l'État soulève des inquiétudes, notamment sur le risque d'une co-administration des faits avec les groupes armés. Oui, Henri Pacifique Mayala. Tout à fait, et c'est ce que je pense que j'étais en train de soulever. Il n'y a pas un calendrier réaliste. Ça nous a déjà pris 3 mois pour arriver à signer un accord une déclaration de principe. Là, on nous présente un document avec comme ambition de pouvoir débuter les pourparlers au 29 et qu'au 17 août, on aura un accord de paix. Déjà, le 27 juin, nous avons eu un autre accord de paix. Qu'en devient-il leur mise en application sur le terrain? Et je m'excuse de penser de plus en plus en réaliste qu'il n'y a que la force qui arrête la force. Parce qu'à un certain niveau, on risque de se retrouver dans le même cas où, au lendemain ou à la veille de la signature, comme ça a été à Luanda, il y a un acteur qui se rétracte. Et voilà, on revient à la même case de départ. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut interroger quelles sont les mesures contraignantes, comme le disait notre compatriote, il n'y en a pas. C'est vrai que Qatar et Washington disposent de plus des carottes, mais au moins, côté bâton, ça a été clair dès le départ, comme le disait l'honorable Mounoubo. Une résolution des Nations Unies qui n'est pas accompagnée, qui ne dispose pas des mesures d'accompagnement, ça ne restera qu'une feuille dans un tiroir quelque part. Merci. C'est toutes ces préoccupations-là que je pense nos gouvernants devraient saisir en main leur responsabilité, redoter le pays d'une armée dissuasive et faire le nécessaire. Merci. On a compris. Honorable Mouindo Kassekwa, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle, un autre auditeur qui nous appelle de Kinshasa. C'est déjà fait. Jafet Eunga depuis la ville de Kinshasa. La déclaration des principes pris entre le gouvernement et les rebelles de l'AFC M23 est remplie de contradictions communicationnelles. À ce qui concerne les discours du gouvernement, l'accord prévoit que les rebelles puissent se retirer dans des zones occupées, mais les rebelles disent que les principes ne mentionnent pas cette déclaration et le gouvernement commence déjà à violer ces principes. En analysant ces 2 sorties médiatiques, j'estime que le processus de Doha va bloquer même le processus avancé de Washington. En suivant les discours de ces rebelles, le gouvernement congolais devrait déjà se préparer à toute éventualité d'attaque car les rebelles font l'hypocrisie de dialoguer, mais en réalité, ils cherchent à continuer de conquérir d'autres localités par les armes. Honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Jafet est suffisamment avisé. Il demande au gouvernement de se préparer à toute éventualité. Il a parfaitement raison. 2 scénarios sont possibles devant nous. Soit le scénario de négociation directe CNDP gouvernement en janvier-février 2009, c'est-à-dire à Doha,
négociations qui commencent le 8 août jusqu'au 17, le gouvernement cède totalement, sans ligne rouge, et puis comme on a cédé dans l'accord de brassage accéléré, le chercheur Rigobert Minani, dans son livre, il a démontré que par ces négociations de 2009, le CNDP a gagné 43% de fonctions de commandement dans l'armée au Nord Kivu, 39% dans l'armée au Sud Kivu, des fonctions de commandement dans la police. Également, le CNDP a gagné de l'intégration politique, c'est-à-dire des postes au niveau du gouvernement provincial du Nord Kivu et même une offre au niveau du gouvernement central. Aujourd'hui, si on va sous ce scénario de 2009, le M23 est de loin en position de force plus imposante qu'en 2008-2009. Et comme cela est dit dans la section 4 relative à la restauration de l'autorité de l'État, où ils disent que c'est au cours des négociations que l'on va discuter des modalités du rétablissement de l'autorité de l'État, c'est-à-dire des conditions, des étapes et du calendrier, ils risquent de faire monter les enchères, exiger au plan sécuritaire, au plan politique, au plan administratif des choses inacceptables. Donc, soit le gouvernement les accepte, mais le peuple n'acceptera pas parce que pour les citoyens de Kichanga, pour les citoyens de Sake, de Nyiragongo, de Goma, de Mwenga, de Uvira, de Nord Kivu, partout de la RDC, il y a des lignes rouges non acceptables. Même si Félix, lui, a cédé aux lignes rouges, eh bien le peuple gagne toujours. Et le deuxième scénario, c'est le scénario pour parler de Kampala. En février 2013, on fait l'évaluation des niveaux de mise en œuvre du fameux accord du 23 mars 2009, sous l'égide du ministre Crispus Kiyonga. La communauté internationale présente se rend compte que le M23 n'avait pas raison de dire que l'accord du 23 mars n'avait jamais été appliqué. Et lorsque le M23 se retrouve sans argument, il décide de poursuivre les offensives, de continuer la guerre. Heureusement, à ce temps-là, l'accord cadre d'Addis Abeba avait déjà été mis en marche. Le FIB, la brigade des Nations Unies, a été mise en marche. Et tous ces efforts conjugués ont conduit à la mise en échec du M23. Donc, au même moment que l'on va à Doha, avec déjà ces contradictions dans l'interprétation de la restauration de l'autorité de l'État, eh bien, Félix doit prendre toutes les dispositions, notamment en ouvrant le travail à la cohésion nationale, notamment les dialogues tels que proposés par les évêques et SCC, pour que, effectivement, si jamais à Doha, le M23 vient avec un agenda non comestible par les Congolais, eh bien, on change la donne comme cela a été lorsque le M23 à Kampala a refusé d'obtempérer aux conclusions logiques qui s'est dégagées de l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. Merci. Juvenal Mounoubo Moubi, vous réagissez aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Bukavu, c'est Amos Bissimois. Amos Bissimois, j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Au vu de la souffrance que cette guerre impose aux Congolais, surtout ceux de l'Est, aujourd'hui tout le monde veut la paix à n'importe quel prix et d'où qu'elle vienne. Voilà pourquoi cette déclaration de principe signée à Doha ne peut qu'être soutenue, mais on doute de sa mise en œuvre pour plusieurs raisons. 1. Aucune mesure contraignante ou des sanctions prévues au cas où une des parties ne la respecte pas. 2. Elle risque d'être comme beaucoup d'autres initiatives qu'on a déjà connues pour la paix en RDC, mais en vain. C'est comme des sanctions prises par certains pays contre le Rwanda, mais qui n'ont rien changé. 3. Au même moment où les deux parties étaient en pleine discussion, chacune accuse l'autre de continuer à renforcer ses troupes sur les lignes de front pour des éventuels affrontements. 4. Des contradictions éhontées par les deux parties par rapport au retrait des troupes du M23 dans les zones qu'il occupe actuellement. Honorable Mounoubo Moubi. Alors, j'ai bien suivi l'auditeur Amos. Alors, ce que je peux lui dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'une déclaration de principe. C'est qu'en principe, on ne peut pas attendre d'une déclaration de principe. Oui, parce qu'il y a une déclaration de principe qui est différente d'un accord.
L'accord, on l'attend fin août, en tout cas les 17 et les 18. Alors, c'est pour dire que des sanctions déjà dans la déclaration pour une partie qui ne respecterait pas la déclaration des principes, eh bien, on ne pouvait pas avoir un tel texte dans les principes même d'une déclaration de principe. L'avantage d'une déclaration de principe, c'est de permettre aux partis de baisser les tensions, de se mettre en position d'aller négocier, d'aller discuter, de résoudre les problèmes finalement. Quel est le problème? C'est la question qui sera posée le 8. Quel est le problème et que faire pour y mettre fin en préservant l'intégrité territoriale du Congo, en préservant la constitution congolaise, en préservant l'unité du Congo. Et là, il faut féliciter le président Tshisekedi, il faut féliciter la diplomatie congolaise parce que jusqu'à ce stade, tout ça, ça a été préservé à l'avantage des Congolais. Alors, les Congolais, nos compatriotes qui sont à Walikale, à Goma, à Rutshuru, à Lubero, au sud Kivu, à Mwenga, à Shabunda, ce n'est pas important de leur dire que voilà, on va renforcer l'armée maintenant, on va envoyer des militaires. Et puis quelques jours qui passent, on ne voit pas cette mobilisation, ça ne sert à rien, quoi. À présent, ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau des instances du pouvoir, au niveau des partis au pouvoir, en tout cas au niveau de Kinshasa, qu'il y ait de la tempérance. Mais pas seulement à Kinshasa, il faut qu'il y ait de la tempérance à Goma, ceux qui administrent là-bas, ceux qui occupent là-bas, c'est-à-dire l'AFC M23. Il faut qu'il y ait de la tempérance dans les discours après Doha, donc après la déclaration de principe, en préparation de Doha 2 où on va discuter profondément sur l'accord. À Kigali aussi, il faut qu'il y ait de la transparence. Que ce soit leur ministre des Affaires étrangères, que ce soit leur président, de la transparence est attendue aussi de Kigali. Voilà ce dont on a besoin. Oui, honorable Juvenal Mounoubo Moubi, nous sommes qui a gagné, qui a perdu, parce que j'ai entendu ce débat-là. On n'est pas encore au stade de savoir qui a gagné ou qui a perdu. En réalité, tout le monde devra gagner la paix. C'est ça la finalité. On est en train de chercher la paix. Justement. Mais à ce stade où on n'a pas encore fait des concessions sur le fond, il ne faut pas tromper la population pour savoir, pour dire est-ce que le gouvernement a perdu, est-ce que le gouvernement a gagné. Oui, justement, Juvenal Mounoubo Moubi, nous sommes à la fin de l'émission, nous allons conclure. Vous êtes avocat, cadre de l'Union sacrée de la Nation, vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Justement, comment vous entrevoyez l'issue, n'est-ce pas, de ces dialogues qui est prévu au mois d'août prochain? Ça sera votre conclusion. Alors, il faut appliquer la déclaration de principe par des gestes forts. Donc, à partir de Goma, et la M23 doit manifester des gestes forts. Pas consolider l'administration parallèle, par exemple. Ce sera un geste fort. Du côté de Kinshasa, on attend aussi des gestes forts. Quelques gestes forts, peut-être pas tous, mais quelques gestes forts. Peut-être la libération de prisonniers politiques. C'est ça l'esprit de Doha, parce qu'il faut bien expliquer l'esprit de Doha. Et là, ça permettra d'aller vers le fond, les 8. Dans le fond, il faudrait qu'on acte le désarmement du M23, des éléments du M23, qui doivent suivre le DDR en principe. Il faut qu'il y ait la question de la justice transitionnelle. Il faut qu'il y ait d'autres questions. Il faut finalement leur poser la question, qu'est-ce qui les a poussés à prendre les armes? Je pense qu'à ce moment-là, on comprendra ce qu'ils appellent cause profonde. Merci. Mais les causes profondes, ce n'est pas seulement les revendications du M23. Les causes profondes, ça peut être toutes les difficultés dans différents domaines qu'on a au Congo. Merci. Qui ne pourrait trouver des solutions qu'à travers un dialogue interne. Merci. Et donc, il faut bien expliquer. Alors, par rapport à l'armée rwandaise, il faut suivre le processus de Washington. Qu'on mette sur pied les mécanismes conjoints de coordination. En principe, la date butoir, c'était prévu 30 jours. À partir du 27 juin, on devait mettre ces mécanismes conjoints de coordination. Et c'est là où on doit décider quand est-ce que l'armée rwandaise se retire. Merci, on a compris, honorable Mounoubo. On a compris. C'est là où on doit décider, sur base du CONOPS, comment on neutralise les FDLR.
On a compris. Honorable Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, pour vous, avec tout ce qui s'est dit actuellement, avec toutes les contradictions, n'est-ce pas, qu'on essaie de relever dans les différents textes qui consacrent les processus de Washington, les processus de Doha, est-ce que vous pensez que tous ces processus pourraient aider la RDC à restaurer la paix dans sa partie orientale? Comme je le disais tantôt, je reste encore pessimiste, parce que jusque-là, je pense que oui, on pourrait penser temporairement les maux qui nous gangrènent actuellement, mais ce n'est pas rassurant que sur les 10 années prochaines, on ne se retrouve pas encore avec une même situation ou une situation où certains vont se sentir pas assez aisés parce que une autre couche à toute cette ce conflit que l'on ne sait pas adresser sur le moment, c'est tous ces acteurs sociopolitiques qui estiment que la violence est une voie par laquelle il faut sécuriser un poste ou une certaine responsabilité politique au pays. Donc moi je pense que on ne peut pas continuellement s'appuyer à ce sur quoi nous ne disposons pas d'assez de contrôle, de leviers de contrôle. Tous ces mécanismes qui nous viennent d'ailleurs, c'est des mesures qui ne nous apportent pas, c'est des processus qui ne nous apportent pas une paix durable. Et pour moi, je continue de penser que du moment où on n'aura pas convenu que oui, il faut partir sur une voie pacifique, une voie de dialogue, mais aussi et surtout que l'implication de tous, que ce soit ceux-là qui ont choisi les voies de la violence et ceux-là qui continuent à se contenir pour qu'on n'espère pas leur radicalisation au demain, doivent prendre part à ce dialogue franc qui doit bâtir sur un diagnostic correct à l'interne pour résoudre la crise une bonne fois pour toutes. Merci. Et espérer que d'ici 10 ans, on n'aura pas planté la graine d'une nouvelle rébellion, d'un certain radicalisme, d'un nouveau conflit. Rébellion par après. Merci Jean-Baptiste Mouindo Kwasekwa, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition La Mouka et notable du Nord Kivu. Finalement, c'est quoi la panacée à cette situation de l'Est? Il n'y a pas 36 solutions, comme le répète souvent le président Martin Fayulu. Il faut un dialogue national inclusif, notamment pour l'effectivité même de ce cessez-le-feu. La déclaration de principe dit que les partis s'engagent à faire en sorte que le cessez-le-feu s'applique à toutes les forces impliquées dans le conflit, c'est-à-dire y compris les Wazalendo, qui sont partout, dans le Nord Kivu, dans les Ouvira, partout là. Ils se défendent, ils se sacrifient corps et âme pour défendre l'intégrité territoriale. Et la déclaration les appelle à s'impliquer dans le cessez-le-feu. Mais comment vont-ils s'impliquer dans le cessez-le-feu si en même temps, comme ils étaient impliqués dans les procédures de Nairobi, on n'ouvre pas également un mécanisme de leur participation au dialogue? Non seulement eux, il ne faut pas que le cœur de frustration dans le chef de beaucoup d'acteurs qui voudraient se rendre compte qu'on donne une prime au M23 pour avoir commis des crimes. Vous suivez des appels à Nitouri, vous suivez des appels partout. Il faut un dialogue inclusif qui nous permet d'aborder les causes profondes des conflits dans l'attendement des Congolais, de dégager un consensus, de dégager un accord global. J'appelle également le médiateur, le Qatar et les États-Unis à intensifier l'effort pour accorder de l'attention non seulement aux minéraux, mais surtout à l'aspect justice. Et cela exige que l'on revienne à l'esprit de la résolution 2773. Merci. Pour que le M23 et le Rwanda ne tirent pas les choses à long cœur, mais également que les compatriotes du M23 comprennent que les schémas du Soudan du Sud qu'on les fait miroiter ne sera jamais accepté en RDC. Ce serait planter les germes d'une crise aussi meurtrière que cela se passe au Soudan actuellement. Merci. Alors, chers téléspectateurs, Tolandi Bissonios, au moins que ça chauffe. Bah, 1-23, bazolo, bah, des paroles.
bamosusu balobi tokokite bamosusu balobi botokokite te siko banani bakobima bozomona problème place eza donc bazojoue pene avec le feu bapante ya Kagame ezosenga Congolais comprendre comment bato oyo parce que bazoloba ke ils ont pris c'est pour les prédictions accord oyo bango bajiango par les sang bakotika ndenge wana te donc eyinda kaka ndenge après les 10 jours alors que du côté congolais bayebi ete bako libérer ba territoire nyonso baza occupé et puis faire des ça pour remplacer ba place wana installation de l'autorité de l'État et puis côté États-Unis bayebi bongo alors M23 ba se contredire mais ba signer osomona alors babité bela bunagana baza ko expliquer yango que bato faut pas quitter autorité de l'État et s'installer alors mais il faut pas y embêter résolution 2773 wana ya ONU bango il faut pas quitter donc il n'y a rien à discussion au bonde tolandi bandeko wana nyonso tolandi Juvenal ndenge expliquer tolandi oya muka Jean-Baptiste Musekwa ye penda lobi penda mabe donc tolandi bango tout mais etika siko ba Congolais bino bolobi nini parce que makambo yo oba kite ote ezosenga biso nyonso to s'impliquer alors vraiment ça passe pembawa mais toyebi ete gouvernement a installé autorité de l'État alors bon continuez qu'on s'abonne comme on a fait mission au revoir à la prochaine.